la sorte de solitude qu'on pourrait ressentir quand finalement il n'y a pas de risque identifié et que tout le monde est à ce qu'il fait en se disant les autres feront leur job. Là, pour le coup, on a été fortement soutenus. Il y a eu beaucoup de doutes aussi, ça répercute forcément beaucoup dans les lieux périphériques au domaine skiable et auprès des sociopros, mais pour le coup, la fin de saison, il y avait un tel objectif de fin de saison pour valoir l'hiver dernier qu'on s'est senti soutenu tout au long de la saison. Et là aussi, il faut mettre des limites, et c'est là où je réinsiste, mais je ne sais pas du tout une leçon d'exemplarité que Valoir veut amener aujourd'hui, c'est au contraire de dire il y avait un tel objectif, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle au bout du chemin, et est-ce qu'il faut être capable de mettre les mêmes moyens quand il n'y a pas un objectif aussi clairement défini? Là, c'est une vraie question. Donc la solidarité, oui, quand tout le monde a y gagné, quand tout le monde sait qu'il a y gagné. S'il avait simplement fallu qu'on tienne le domaine skiable pour nos clients lambda, je ne suis pas certain qu'on aurait pu compter. Alors justement, Cédric, aux Arcs, c'était pas la même situation que la Valoir, c'était un fonctionnement plus normal, on va dire, d'une saison qui se passait. Donc est-ce qu'au niveau de la station, ça a été envisagé un comité de crise, quelque chose, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui devrait le faire? Disons que ça a été après coup qu'on s'est dit, c'est vrai qu'on n'a pas mobilisé les acteurs de la station autres que le personnel propre du domaine skiable, où les pisteurs, les gens des remontées sont allés pédaler dans les talus. Et c'est un peu le constat qu'on a fait en fin de saison. On s'est dit, c'est vrai que quand on est en situation de crise avalancheuse, tout ça, on arrive ça se mobilise très vite, et ça marche très bien. Mais par contre, là, c'est un autre type de crise on avait moins l'habitude de voir, et on n'a pas eu, nous, la réaction d'aller frapper aux portes des écoles de ski pour solliciter les moniteurs. Bon, après, les moniteurs, ils voyaient bien que ils ne sont pas spécialement venus de leur propre initiative nous dire si vous êtes bien de nous, on est là, mais bon, à la fois, nous, on n'est pas allé les chercher. Par contre, c'est vrai que Frédéric et François parlaient d'Admit, tout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas mis. Nous, effectivement, il n'y avait pas d'événement majeur en fin de saison, mais mis en parallèle les coûts qui ont été générés par le fait d'activer tout ça. C'est vrai qu'on avait un domaine skiable qui avait un pourcentage d'ouverture en fin de saison qui était moindre que ce qu'il devait être. Mais par contre, nos chauffeurs, nos moyens chauffeurs, ils sont restés là. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes chiffres en heures chauffeurs, en consommation, entre l'année dernière et l'année d'avant, alors que depuis le début avril, on était en situation dégradée. Et puis l'autre élément de pousser un peu le bouchon un peu plus loin, c'est vrai que tous les efforts qu'on mobilisait, on avait mine de rien des résultats, on arrivait à maintenir plus ou moins ces bandes de neige qui redescendaient, et on avait tendance à dire on va peut-être essayer de tenir, et à un moment donné, et c'est là où c'est le rôle du directeur des pistes, des fois, qui n'est pas évident de dire jusqu'à maintenant, on a peut-être eu de la chance, nous on n'a pas eu de carton, on n'a pas eu de pépins, de blessés par rapport à des personnes qui ont des sorties de piste. Il y a eu des sorties de piste et c'est ceux qui ont été sans conséquence, mais qui nous ont fait dire à un moment donné, c'est bien, à un moment donné, on va arrêter. Après, il y a un enjeu un peu de toute cette décision. Alors, elle n'est pas portée uniquement par un directeur de piste, par ses chefs de secteur. Nous, quand la question s'est posée sur un secteur spécifique, on a mobilisé la commission de sécurité, parce que c'est aussi son rôle là, de faire prendre conscience aux élus de la situation. Et puis, à un moment donné, de dire, en votre âme et conscience, est-ce que vous mettez des gens sur cette liste-là? Et puis, quand on fait ce travail-là, il y a la réalité qui est là, et qui on a peut-être eu de la chance jusqu'à là, on a fait du bon boulot jusque-là, mais on va peut-être arrêter de toucher le bouchon. Alors, le fonctionnement des services, on sait en période normale, Cédric, est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu as modifié le fonctionnement des services pendant cette période-là? Est-ce que ça interroge sur l'avenir? On a vu déjà qu'il y avait des problèmes, qui sont toujours les mêmes. Quand on met le mot communication, tout le monde s'y réfugie derrière, mais est-ce qu'il y a une modification à venir sur les organisations? Disons que c'est sûr que ce que disait Jacques sur la communication entre les dameurs et les niveauculteurs, elle est essentielle. Moi, je rajoute en plus les pisteurs, parce que sur les pistes, tout au long de la journée, il y a 3 métiers qui sont là, qui contribuent à faire le produit qu'on livre chaque matin. C'est les niveauculteurs, les dameurs et les pisteurs. Il y a ceux qui sont plus ou moins au contact du client, il y a ceux qui sont
plus ou moins avec la problématique technique. Et il y a des besoins de compréhension de chacun de ces métiers-là. C'est le rôle, je suis d'accord avec Jean-Louis, du directeur des pistes, d'animer tout ça. Mais nous, on en est arrivé depuis l'année dernière à la conclusion de Jacques. C'est intéressant ce que tu disais. Alors nous, on ne l'appelle pas coordinateur neige. Nous, depuis l'année dernière, donc, on a mis en place une fonction, en fait, c'est-à-dire qu'on appelle un responsable technique préparation des pistes. Et donc, l'idée de cette fonction-là, donc c'est quelque chose qui est nouveau. Hein. C'était mis en place l'année dernière et on était peut-être un peu en retard par rapport à ça. C'est vraiment de faire le nœud et le lien entre ces trois métiers-là. Parce que vous allez parler de la situation, à un moment donné, à un pisteur, il va vous dire une couleur. Vous allez en parler au niveau culteur, il va vous dire une autre couleur. Et puis vous allez en parler au planeur, il va vous donner une autre couleur. Un directeur des pistes, je suis d'accord aussi avec Jean-Louis, qui peut faire tout ça, et puis cette vision transverse, il va en avoir aussi, mais il n'est pas tous les matins à 9h sur les skis pour voir ce qui se passe, il n'est pas le soir aussi à la fermeture voir l'état des pistes. Donc nous, c'est la vision qu'on a de cette mission-là, c'est le bras armé du directeur de service pour pas avoir la vision du niveau culteur qui va se pointer dans le bureau du directeur de service pour dire les dameurs, ils n'ont rien foutu tout ça. Il y a quelqu'un qui a cette vision transverse. Donc nous, on a eu la chance aussi au niveau de l'entreprise d'avoir un peu ce profil-là, une personne qui avait une très grosse expérience en damage, une expérience de pisteur, donc moins en neige de culture. Et l'idée, c'est vraiment de partir sur des objectifs communs, une stratégie commune qui soit partagée par ces métiers. Alors là, est-ce que tu n'as pas peur, je pousse un peu le bouchon, de créer un nouveau chef, un grand chef de plus? Est-ce que par rapport aux équipes, comment faire pour qu'il y ait de l'huile dans les rouages avec tous les hommes et qu'il n'y ait pas un rejet? Après, ça, c'est des relations humaines entre les gens, et puis que chacun comprenne bien et soit positionné à sa bonne place, quoi. Le responsable damage, le responsable neige, les responsables de piste, que chacun fait bien sa place et qui se servent justement de ce responsable technique pour aller le solliciter, disant bon, moi j'ai ce problème-là de piste à ce moment-là, j'en ai parlé aux dameurs, ils ne font pas. C'est de la communication aussi, hein, le rôle de cette personne-là. Il y a une notion d'expertise technique, mais une notion de dire ouais, mais attends, ce que tu demandes là, c'est pas possible parce que pour diverses raisons. Il y a un aspect technique, un aspect communication. C'est nouveau, hein. Nous cette année, il y avait cette fonction, elle n'a pas transpiré par rapport aux résultats qu'on a eu, parce qu'à la fois on avait des conditions qui étaient tellement exceptionnelles, il faut que les choses se mettent en place, mais c'est vrai qu'on croit beaucoup en ce rôle-là, et ne serait-ce aussi par rapport à des problématiques de coût, où on gère de la matière première, puis on gère aussi des budgets, et que c'est vrai que les chauffeurs, ils aiment bien avoir de la neige devant la lame, les monoculteurs, ils aiment bien faire cracher les filons, mais à un moment donné, c'est de mettre la bonne épaisseur de neige sur les chenilles. Frédéric, au niveau de FEN, est-ce que c'est posé aussi des questions d'organisation sur les plans de secours, puisque quand on perd une part comme ça de domaine skiable, est-ce que ça remet en cause les plans d'évacuation sur les téléportés et tout ce qui va dans les... Oui. Alors ça fait partie du sujet, je dirais. Je pense que c'est des moments où il faut être très terrain. Notamment, je pense que l'encadrement doit être dehors. L'option qu'on a pris clairement, c'était d'être dehors. On faisait par exemple, la liaison, on la faisait avec le chef des pistes et le responsable d'amage pratiquement tous les jours en avril. Parce qu'à un moment, c'est une décision collective et ça ne se prend pas dans un bureau. Je crois que ça a été bien dit tout à l'heure. Je pense que c'est des moments où il faut vraiment que l'encadrement soit très présent. Parce qu'il y a des arbitrages à prendre et c'est compliqué. Il y a des responsabilités qui sont engagées. Il faut toujours avoir, ça c'est notre rôle de manager, parce qu'il faut toujours avoir l'aspect responsabilité. C'est-à-dire que le jour où on est un peu marqué par ça, parce qu'on est dans plusieurs affaires au pénal. Et c'est vrai que quand on est au pénal, quand on demande à 4 ou 5 ans après à un chef de secteur piste de venir témoigner et de justifier que le jalon était bien mis, que la banderole était bien mise, c'est très très dur. Donc on a toujours ça en arrière-plan. Donc oui, on a essayé d'anticiper les choses. Donc sur le plan de secours, on a déplacé des postes de secours parce qu'il y a des zones qui étaient plus accessibles. On a travaillé sur des rapatriements blessés parce qu'il y avait des bas de piste où on ne pouvait plus descendre des gens à partir de 14h ou 15h en barquette parce que c'était irréaliste. Donc se posait la question d'ouvrir ou pas en
conditions dégradées, c'est-à-dire si l'hélico n'était pas capable d'arriver, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, la météo était super favorable, mais c'est sûr que c'est pas évident. On a travaillé sur les plans d'évacuation des remontées, puisqu'on se retrouve en configuration d'été. Par exemple, moi j'ai un DMC qui est sur un lapia. Donc c'est vrai que l'hiver, vous évacuez en évacuation verticale, bon, c'est assez rare, mais quand ça arrive, vous êtes au sol, vous avez les moniteurs, la neige, et vous arrivez à vous sentir pas mal. Quand vous êtes sur de la terre ou de la caillasse, là c'est plus pareil. Donc on a travaillé là-dessus. Et puis on a travaillé sur quelque chose qu'on n'a pas mis en œuvre, heureusement, grâce à l'énergie de tous, qui était un plan de crise, qui était un plan de contingentement. C'était de dire au bout d'un moment, on n'est plus capable d'accueillir un certain nombre de clients, parce que si on perdait les pistes du bas, tout monter en DMC, le domaine d'altitude était en très bonne condition. Par contre, un débit de DMC, descendre, c'est 1200 personnes. On était en avril. En avril, ça peut être orageux, il peut y avoir... Donc on s'est dit, jusqu'où on peut accueillir des clients. Et sachant qu'à cette époque-là, en Haute-Savoie, on n'était plus que quelques stations ouvertes, donc ça veut dire que toutes les stations qui étaient fermées allaient sur ces quelques sites. Et on a fait effectivement un plan pour se dire, à partir d'un certain moment, on ne pourra plus accueillir X clients. Alors heureusement, on ne l'a pas mis en œuvre, mais on l'a préparé, j'espère qu'il ne servira plus. En tout cas, ça nous a mis dans, on va dire, dans quelque chose d'un peu plus cadré. Parce que je pense qu'on ne l'aurait pas fait, on aurait pu aller vraiment au-delà des limites, clairement. Alors Cédric, toujours sur ces problèmes de responsabilité, au niveau des commissions de sécurité, est-ce que de ton côté, elle s'est réunie, quelle a été l'aide qu'elle a amenée, voilà, est-ce que ça a été une aide, la décision, ou un autre problème supplémentaire? Pour moi, la décision, elle était claire, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bouchon, on pouvait continuer à le pousser, on a pu continuer à le pousser, ça serait peut-être très bien passé, ou on aurait pu aller au carton, comme on dit. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. À un moment donné, quand je sentais qu'on partait dans l'idée de pousser le bouchon un peu trop loin, c'était la responsabilité pénale, elle est portée avant tout par les maires. On a l'outil de la commission de sécurité qui est justement dans ces situations de crise, qui soient avalancheuses, ou au contraire de conditions dégradées, démobilisées pour appuyer un certain nombre de décisions. Le préfet, notamment en Savoie, il se rappelle de dire que la commission de sécurité, la commission communale de sécurité a un véritable rôle. Donc, je pense que tous mes collègues qui portent l'agrément des maires sont d'accord avec moi de dire quand il faut l'utiliser et puis quand ça permet d'asseoir une décision, c'est vraiment de l'utiliser. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. Mais après, tout le monde le comprend bien parce que c'est vrai que nous, en fin de saison, on avait, du fait que certaines stations fermaient, on avait certains hébergeurs qui avaient récupéré un certain nombre de clients d'autres stations. Donc il y avait une pression qui n'était pas le challenge du moniteur, mais un collègue qui nous dit nous, on est à 70% ouvert. Par contre, par rapport à ce que vous avez dit par Frédéric, nous, ce qu'on a fait cette année, sur les tarifs d'évacuation en ambulance, parce qu'effectivement, on avait certaines zones skiables où on n'avait plus à y aller gravitairement en traîneau. Donc on avait des tarifs d'ambulance pour les grandes distances, mais on n'en avait pas pour les petites distances, dans les cabinets médicaux, des distances que de quelques kilomètres. Donc cette année, on a fait délibérer un tarif pour distance avec les ambulances, comme ça évite à nos blessés de payer un tarif en distance alors qu'ils ont fait que 5 minutes. Alors quand on parle maintenant des enjeux de développement durable, donc c'est un peu le côté tarte à la crème, on sort sans arrêt, mais on en est quand même un peu imprégné, on essaye de réagir comme ça dans nos stations. Frédéric, est-ce que tu penses que le développement durable, c'est compatible avec situation dégradée? Il y a les deux côtés. C'est-à-dire d'un côté, quand on fait de l'enneigement avec des camions, des mangas de camions, de l'hélico, on n'est pas dans quelque chose qui est développement durable. Je veux dire, on dépense des énergies. Quand on est dans un certain nombre d'actions, parce qu'on peut même essayer de se dire, il y a encore 3 heures de froid en avril, on produit un petit peu en neige de culture, à un certain moment, etc. Il y a des choses qui ne sont pas perçues par la clientèle, les opérateurs, les parties personnelles aussi, développement durable. Parce qu'on a l'impression de se battre contre la nature, en fait. C'est un peu ce qui peut ressortir de certains. Après, je pense que sur le fond, le fait de garantir une activité pour nos territoires, c'est essentiel. Il faut se donner des limites, il ne faut pas faire n'importe quoi. Par contre, maintenir des emplois, parce qu'on a une responsabilité sociale, tu l'as dit tout à l'heure, maintenir des territoires, des stations-villages qui arrivent encore à se connecter à un site d'altitude, donc qui permettent
foncé, des professions indépendantes, etc. Je pense que ça donne un bilan qui est plutôt positif. Je pense, alors comme dans tout ce qu'on a vu là, il faut qu'on garde bien dans ces moments-là à l'esprit quand même nos engagements environnementaux, il ne faut pas les oublier. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choses, on peut tout à fait, il y a des pistes qu'on a massacrées, parce qu'il y a eu du damage, on a fait de la plomberie sur piste, enfin pour mettre des tuyaux, etc. Il faut tout remettre en état, il faut préserver les milieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, nous, le service damage, il a eu une réactivité qui était vraiment super, et ils ont proposé de nouveaux tracés de piste, et on était en zone soit des SNIEF, soit des réserves naturelles, etc. Donc on a gardé le process de dire on ne va pas dans certaines zones où on n'est pas jusqu'à présent sans avoir une autorisation nécessaire. On a déménagé par exemple les jardins d'enfants en altitude, on était en bordure de la réserve naturelle, dans une zone qui n'avait pas d'impact. On a quand même fait la demande de manière à ce que ce soit cadré. Donc je pense que oui, dans le développement durable, il y a quand même développement. C'est pas repli, quoi. C'est une disparition. Alors toujours dans le développement durable, une question pour rassurer peut-être un enfant. Cédric, est-ce que vis-à-vis de notre logique de neige de culture, on a vu les pourcentages, est-ce que toi tu estimes qu'on doit encore monter un peu plus, qu'on doit améliorer nos capacités de stockage, qu'on doit prendre un peu plus? Là on n'a pas peur, on se lance. Alors là je vais parler pour là. Nous c'est vrai qu'on a fait plus de neige par rapport à notre plan d'enneigement, mais je crois que je ne vais pas sur le plan, on est à plus 10. C'est vrai qu'il y a des stations qui étaient beaucoup plus. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours eu l'espoir, on s'est toujours dit ça va neiger. Et on a essayé de rester raisonnable par rapport à la pollution. Bien sûr, on en a fait plus, mais on a essayé de rester raisonnable. Et moi, surtout, le constat que j'ai fait par rapport à la neige de culture, bon, le mois d'avril était exceptionnel, notamment au niveau des températures. Je me suis dit, on aurait eu 10 à 20 cm de neige de culture supplémentaire sur cette piste, qu'est-ce que ça aurait changé? Parce que ça fondait de l'ordre de 10 à 20 cm par jour, de cette dizaine de centimètres par jour. Donc on aurait gagné 2-3 jours. Donc fondamental. C'est pareil, mais c'était vraiment exceptionnel. Là, cette année, on est assez fiers, pas fiers, mais de se dire, bon, finalement, on a bien géré les choses. On n'a pas explosé en neige de culture, même si notre objectif c'était pas de faire plus 10 cette année, mais c'était justement d'en faire un peu moins, puisqu'on était parti avec des nouveaux outils pour affiner un petit peu tout ça. Donc on est déçus parce qu'on n'y est pas arrivé, mais par contre c'est vrai qu'on est resté à plus 10. Donc les enfants, nous serons raisonnables. François, tu as parlé aussi de l'aspect économique, tout ça c'était parti de l'économie durable. En termes de coûts, est-ce que tu as une évaluation par rapport à tout ce qui a été mis en œuvre? Quel impact? Est-ce que tu as pu chiffrer tout ça? Oui, on a pu chiffrer. Alors, si on sort un chiffre qui est de 80 000 euros de surcoût de tout ce qu'on a eu à mettre en œuvre comme moyen pour assurer la capacité à exploiter, on peut se dire c'est beaucoup, pas beaucoup. En même temps, on a fait nettement moins de dommages sur plein de pistes confirmées, puisqu'on a forcément eu à sacrifier certaines parties de notre domaine où on a clairement lâché l'affaire plus tôt. Donc du coup, on aura toujours la difficulté à l'estimer en se disant, alors on les a mis, mais si on n'avait pas mis ces moyens-là, on aurait fait quoi? Donc c'est beaucoup, oui, ça coûte beaucoup. Et en même temps, l'idée c'est de se dire, nous la limite, on a du mal à la mettre sur le produit global. On avait à un moment un objectif clair, précis, commun, et il fallait y mettre des moyens, et on a mis les moyens. J'aurais voulu pouvoir me poser la question à un moment de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Louis m'a appelé en fait pendant la semaine du changement d'éditeur en me disant est-ce qu'on va pas trop loin, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Et je lui ai dit moi je peux même pas me poser cette question parce que oui évidemment qu'on en a fait probablement trop, mais dans le cas d'un objectif précis, mais de pouvoir ne serait-ce que de se poser la question à un moment de se dire est-ce que là on n'en fait pas trop, est-ce qu'on ne doit pas arrêter les frais? C'est la vraie richesse de mobiliser toutes les parties qu'il y a dans la station pour savoir où est-ce qu'on coupe ou pas. Nous on n'a pas lâché l'affaire. Économiquement,
on aura toujours la déception de se dire quel bonheur ça aurait été pour nous si on avait su valoriser ça mieux derrière. Et or, on se rend compte qu'on n'arrive pas à le valoriser. On a tenu à valoir avec un domaine skiable qui a tenu jusqu'au bout. On n'a pas fermé avant la fin. On n'a pas plié les Gaules quand nos voisins d'autres domaines ont plié les Gaules. On avait encore du ski quand TF1 montrait au journal de 20h que les accompagnateurs en montagne faisaient de la via ferrata, que les cours de tennis, les stations à gauche à droite étaient utilisées par des gens qui faisaient plutôt des sports d'été que des sports d'hiver. Et nous on se disait, ouais mais nous au moins vu qu'on fait du ski, à un moment on va savoir le mettre en avant et ça on saura s'en souvenir. On a eu d'énormes félicitations des gens du milieu. Je pense pas, et là je vais faire un contrôle de mon ancien directeur, je pense pas qu'un tour opérateur ou qu'un hébergeur lui saura s'en souvenir parce qu'à ce moment-là, c'était... c'est comme il a pu, c'était normal, il y avait un peu de ski chez nous, voilà. Ouais. Alors Frédéric, sur l'aspect économique aussi, vu de ton côté, qu'est-ce que tu en retires et quelles leçons va-t-on retirer d'une saison telle que celle-là? Leçon, je sais pas, on a pas mal de doutes. Moi, ce que j'ai en tête, c'est que d'abord un constat que j'ai fait, c'est qu'il faut garder quand même un peu la tête froide. C'est-à-dire qu'on est tous en montagne, on est tous avec un ego qui est souvent assez fort. C'est vrai que ce que tu décrivais, c'est-à-dire que tu vois les autres fermés, tu te dis tiens, c'est des moments forts, c'est-à-dire qu'il y a un feeling avec les équipes, les gens se défoncent, c'est extraordinaire. Il y a des bons côtés dans ce cas mobilisation des énergies. Par contre, il faut quand même qu'on garde un recul pour ne pas aller trop loin. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on est des entreprises, c'est-à-dire qu'une fois que la saison est finie, on a reçu plein de courriers de félicitations. Moi, j'ai bien regardé les enveloppes, je n'ai pas vu de chèque, personne. Alors, c'est pas moi qui trouve le courrier, mais je n'ai pas vu quoi. Donc c'est sûr que les mois qu'on passe là où il faut financer des investissements de développement, voilà, on a un petit peu oublié. Donc je pense que c'est important qu'on ait quand même des critères de gestion parce que les temps peuvent devenir difficiles, c'est des situations qui peuvent se reproduire. On a même eu des années où il y avait eu des problèmes avec les excès de neige. On pourrait avoir une situation comme ça, mais avec une météo moins favorable, parce que là, c'est soleil, donc les gens ils le prenaient, on va dire, dans un bon esprit. S'il n'y avait plus, même avec le même manteau neigeux, même si on avait les 50, ça changeait un peu la donne. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille, et ça nous pousse à travailler plus sur nos critères de gestion. C'est-à-dire nous dire on a quand même des points morts. On va essayer de faire des points morts par semaine, et puis essayer en fonction des prévisions de remplissage, donc ça c'est une autre donnée qu'il faut connaître de plus en plus finement, et c'est compliqué parce que les gens connaissent tard, essayer de croiser les deux pour arriver à des décisions où, effectivement, on va, dans certains cas, proposer de fermer plus tôt, même si c'est un peu une notion de renoncement, mais ça, il faut qu'on soit capable de le faire, parce que toute entreprise doit se donner des limites, parce que je dirais qu'il y a des clients tout le temps. Et c'est vrai que c'est compliqué, moi-même je le reconnais. Quand on finit les vacances de février, on va dire qu'on a fait peut-être 85% du chiffre. Donc il y a un mois et demi devant, on fait 15% du chiffre. Donc il faut l'avoir en tête. Donc je pense que ça veut dire qu'il faut bosser au niveau de la station pour essayer de partager ça, qu'on partage un peu les visions. Et puis effectivement, nous, essayer par contre d'être très réactif, de garder cette réactivité. Pour que justement on n'ait pas une inflation des charges, qu'on soit tétanisé, que ce ne soit pas les services comptables qui pilotent en disant là c'est bon on arrête quoi. Ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'on a quand même une responsabilité, on a vendu des forfaits, on a des opérateurs qui nous font confiance. Alors Frédéric, là excuse-moi, là on a parlé justement des techniques, on voit le gestionnaire, donc le client au milieu de tout ça, donc celui qui est venu nous voir au mois d'avril, donc est-ce que là-dessus vous avez une approche, est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite au niveau de la clientèle? Est-ce qu'ils ont été satisfaits? Nous, on a l'impression, surtout battu un peu tous là, en disant ça va bien, on a bien répondu à l'objectif. Est-ce que le client était satisfait? Est-ce que l'année prochaine, il revient au mois d'avril? Et puis une autre question qui va être, c'est dans nos stations, quelles ont été les mises en place d'éléments de substitution du ski, de compensation, je ne sais pas comment on peut le dire. Qu'est-ce qui a été fait à Flaine, par exemple? À Flaine, on a découvert un peu l'organisation de ski d'été, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait mettre des châteaux gonflables et des jeux de sable parce qu'en bas c'était une belle plaine ouverte. On a mis en place des choses avec les restaurateurs, notamment des formules de restauration où ça durait plus longtemps, donc on essayait de les stocker un petit peu. On avait une autre approche, une approche plus plein air. Alors, sur le retour clientèle, ce que je peux dire, c'est qu'on a connu des années avec des très mauvais enneigements. Et nous,
on a à peu près 10 000 forfaits saison sur le Grand Massif, entre 10 et 15 000 forfaits saison. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens, je pense, oublient assez facilement. C'est-à-dire que des années, on a eu des problèmes d'engagement, notamment sur les stations village, mais d'après, on s'est dit, on va se faire massacrer, quoi. Ils ne vont pas racheter. Ben non, il y a une certaine permanence. Il y a une vive Alzheimer. Oui, vive Alzheimer, parce qu'il y a les techniques qui passent, il y a des choses, puis il y a des gens qui retiennent des bons côtés. Après, ce qu'il ne faut non plus jamais oublier, c'est que les gens qui viennent, qui acceptent de venir, c'est-à-dire qui font des heures de route, qui marchent avec leur ski sur l'épaule et puis qui arrêtent à 3 heures, c'est ceux qui ont choisi de le faire. Et tous ceux qui n'ont pas choisi de le faire, est-ce qu'on a été bon vis-à-vis d'eux, je ne sais pas. Donc je pense que, là encore une fois, on a des outils qui ne sont pas adaptés pour mesurer ça. On mesure une satisfaction, encore une fois, des gens qui ont accepté ces choses-là. Je pense par contre que les efforts qui ont été déployés, quand on les montre et ils sont visibles, ils ont été visibles, c'est vraiment un plus parce que nous montre que la technicité des domaines skiables. Moi, j'ai été frappé de réactions de clients, on va dire, un peu nouveaux, qui étaient vraiment de dire des gens qui ne s'étaient pas forcément intéressés au damage ou à la nage de culture plus que ça jusqu'à présent, au balisage, qui voyaient les pisteurs faire du relevage, enlever les cailloux, etc. Et des gens, ils n'y prêtent pas attention, comme nous, je sais pas, ce matin j'ai pris l'autoroute, pour venir, les péagers, on ne voit plus trop, les gens qui sont autour, on ne voit pas trop. Par contre, quand il y a un accident, un ralentissement, on voit tout de suite des gars, là on apprécie. Donc je pense que ça vaut beaucoup. Et je pense que pour faire le lien avec la profession, ça valorise quand même les métiers, et je pense qu'au total, ça reste bénéfique. François, ton avis sur la question? On s'est fortement posé la question sur est-ce qu'on se fait du bien ou est-ce qu'on se fait pas du bien, est-ce que finalement proposer un produit qu'on juge nous-mêmes, qu'on sait nous-mêmes médiocre, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Tant qu'on fait des efforts et qu'on les fait effectivement devant les clients et que les gens se rendent compte de tout le travail qu'on fait, c'est clairement positif. Après, il y a l'image qu'on peut renvoyer de celui qui a terminé sa journée de ski avec son pantalon boueux. C'est clairement pas le bon souvenir, même si l'Alzheimer, à un moment, il va aller nettoyer sa tenue en fin de saison et se dire là, on a vraiment fini à la corde. Et la dernière journée de ski, c'était vraiment plus proche d'un terrain boueux que d'un terrain neigeux. Donc, on n'a pas non plus les outils pour le mesurer. Nous, on a fait des efforts de diversification à Valoir, j'ai envie de dire plus pour répondre à la demande locale. On a ouvert un premier tronçon de télécabine au VTT, dans la même configuration que l'exploitation d'été quand on ouvre au VTT. Mais c'était plutôt pour limiter la capacité d'embêtement des riders locaux qui, ne pouvant plus aller utiliser le pipe ou ne pouvant plus aller dans le snowpark puisqu'il y avait autre chose, on a ouvert au VTT. Mais après, d'exploiter des VTT, les loueurs de VTT, ils arrivent bien à en mettre un ou deux ce qu'ils ont devant le garage, mais ils n'ont pas non plus tout leur vélo à sortir. Les gens qui viennent au ski, ils n'ont pas vraiment pris du matos pour aller se mettre dans la gadoue, ils ont plutôt pris du matos pour aller dans la neige. Et puis après, on a nos problématiques qu'on retrouve. Il y a des VTT accrochés sur des cabines, il y a des gaboueux dans des cabines. Donc le skieur qui prend la cabine, la rotation suivante, il s'assoit lui sur de la terre alors qu'il fait l'effort de rester dans la neige. C'est plus une image. On a plus, je pense, essayé de donner une image dynamique. On a nettoyé nos cours de tennis à côté du camping pour faire comme on avait vu à TF1. On s'est dit, après tout, ils le feront ailleurs, donc nous, il faut le faire aussi. Mais les gens, ils n'ont pas les raquettes, et puis les loueurs de ski, ils n'ont pas encore sorti les raquettes, donc forcément, ça ne colle pas très bien. Et puis la dernière chose, vraiment, sur la capacité à amener des locaux, si on prend comme indicateur, c'est des choses dont on a moult fois parlé, mais si on se dit que l'indicateur, c'est le nombre de vélos qu'il y a autour du lac du Bourget un beau samedi d'avril, on se rend vite compte que là, cette année, la capacité d'amener les gens au ski était très faible, parce qu'il y avait probablement autant de monde autour du lac du Bourget à vélo au mois d'avril qu'il y en a en plein été. Un autre proverbe local est que le cri de la tondeuse tue le ski. Très très vite les gens sont mis dans leur jardin ce printemps et nous on n'a pas vu des locaux. Donc le ski journée, tous les gens qu'on arrive un petit peu à intégrer en toute fin de saison, ces gens-là ils étaient clairement passés en mois d'été. Et eux, est-ce que le mois d'avril prochain ils prévoiront d'aller au ski? Ils feront en fonction d'eux. Et s'il faut sortir les vélos, ils sortiront les vélos. Et s'ils peuvent aller se baigner, ils iront se baigner. Donc là, on est vraiment sur les conditions. Chose est sûre, ce qui nous fait vivre, nous, c'est d'abord le séjour. Cédric, aux Arcs, ça s'est passé comment? Cette diversification, cette activité? Nous, on a fait les mêmes types de ce qui fait parfois ailleurs, les tennis, le VTT. Mais si tout le monde a fait comme tout le monde, finalement. Par contre, tout le monde a fait comme Valoir, en fait. Par contre, nous, ce qu'on a constaté, alors c'est pas en mesure, c'est pas évident, mais à un moment donné, en
tant que patron des pistes, quand on sait ce qu'on va ouvrir le lendemain, et on se dit, putain, c'est fatal, quoi. On rase les murs. Mais en fait, les réactions de la clientèle, elles ont été plutôt bonnes. Et puis bon, c'est peut-être ce qui nous a fait aussi que par rapport aux bouchons, on avait tendance à pousser, parce que effectivement, les gens, ils voyaient des pisteurs avec des pelles dans les talus, pelletés de la neige, ils s'arrêtaient, ils disaient, super, c'est bien, machin. Et puis, l'autre chose qui nous a vraiment sauvés, puis qui a fait que les clients, ils étaient quoi, c'est qu'il faisait beau, il faisait chaud. Donc les gens, ils se levaient, ils ne prenaient pas la remontée mécanique à 9h, mais ils partaient à 10h. Ils arrêtaient à midi, ils mangeaient pendant 1h30, 2h au resto, et à 2h, ils avaient fini et ils étaient contents, ils étaient bronzés. Et quoi, nous, vraiment, je pense qu'il y aurait eu un temps exécrable, il y aurait plus, ça aurait été plus apocalyptique que ça n'était avec de la pluie, ça aurait été vraiment cata. Mais là, le soleil a fait que les gens, ils s'étaient contents. Après, il n'y a pas eu de mesures, il y a des enquêtes par rapport à ça, mais il n'y a personne qui est venu aux caisses dire bon, il y a un tarif dégradé, mais c'est inadmissible le fait que je salisse ma combinaison de ski avec le soleil. Je pense que c'est oui, si je peux me rajouter une réaction de l'ancienne Pyrénéen, c'est marrant qu'on se pose des questions qui sont des questions qui existent depuis que je suis petit dans les Pyrénées. Ces questions de manque de neige, de transformation des journées, de diversification, je pense que dans les petites stations alpines, c'est exactement les mêmes. Les petits massifs viennent souvent chercher des expériences et du vécu dans des grosses stations. Peut-être pas inintéressant peut-être pour une fois que les grosses stations se tournent vers les petites pour savoir comment il faut réagir à ce type de situation. C'est une situation que je connais très bien. Et après la problématique très, très juste qui a été très bien explicitée par le directeur de Plaine, c'est la question de l'entreprise et la question du service public. À un moment donné, dans les Pyrénées, on ne se pose pas la question de savoir si la station doit rester ouverte ou elle ne doit pas rester ouverte, tout simplement parce que si la station est ferme, c'est toute la vallée qui crève. Donc c'est une vraie question aujourd'hui de savoir où est la limite de l'entreprise et où est le service public et où est le développement territorial, où est l'aménagement du territoire. C'est pour moi le vrai sens de la question qu'il faut se poser aujourd'hui par rapport à ces problématiques de neige et par rapport au futur des stations de coordination. Est-ce qu'on pourrait continuer la table ronde? Parce qu'on a prévu un débat après la table ronde. Sinon, on va enclencher alors, ce qu'il faudrait, on va faire une présentation. La question, comme ça, on finit la table ronde et on fait le débat. Ça ne gêne pas? Non, c'était un complément simplement. C'est dans la suite. Vas-y. Dans un complément, c'est vrai qu'on disait, on se pose beaucoup la question jusqu'où il faut aller, où est-ce qu'on va s'arrêter. C'est vrai qu'il y a la notion de l'instant T, mais on ne parle pas assez des saisons qui vont arriver dans le futur. Moi, pour le comité de l'exploitation d'un petit domaine très mal enneigé, Saint-Pierre-Chartreuse, je ne peux pas le nommer, si on s'en tient à l'économie à l'instant T et que quelque part on n'a pas cette vision d'un produit à peu près uniforme à présenter aux clients chaque année, tout s'écroule. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est sur cette saison-là, on avait simplement quantifié qu'est-ce que ça nous coûte à l'instant T, est-ce qu'on ouvre ou on ferme, ou on ferme, je pense qu'il y a une certaine quantité de tour opérateurs l'année prochaine qui ne se poseraient même pas de question de savoir s'ils reviennent chez nous. Ils iraient ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait l'effort. Parce que simplement, c'est qu'à l'instant T, on n'a pas accepté peut-être d'en dépenser un peu plus que ce qu'on a gagné. Jean-Louis, tu as cité Saint-Pierre-de-Chartreuse. L'information que j'ai eue il y a une semaine à la télévision, c'est que cette année, ils ouvrent samedi, dimanche, mercredi. Et 40 saisonniers sur le carreau. C'est FR3 Halle, il y a une semaine. Je ne sais pas. Donc, on va peut-être libérer nos collègues. On va finir la présentation avec les moyens techniques, puisque avec tout ça, on a parlé des nouveaux systèmes mis en place. On parle de la technique, de la technologie. Donc, on va faire appel à M. Goetz, Philippe Goetz, qui va nous présenter différents systèmes. Merci encore à eux. Les différents systèmes qu'on retrouve un peu, qui sont un peu novateurs.